Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. La semaine dernière, nous avons commencé à voir quelques liens entre l'archéologie en Égypte et la Bible. Tu nous avais également promis une excursion près d'Assouan, donc dans le sud de l'Égypte, pour reparler de ces fameuses 7 années d'abondance et de famine. On l'a promis et la promesse sera tenue. Qu'as-tu à nous dire sur ce sujet ? Alors peut-être avant d'aller à cet endroit, en quelques mots, ce que nous avons déjà établi la dernière fois. L'analyse du texte du livre de la Genèse qui situe Joseph en Égypte, nous l'avons vu, est truffée d'un tas de détails qui sont tellement précis et qui décrivent la vie de l'Égypte antique avec tellement d'exactitude que l'on peut dire que c'est donc un texte authentique, c'est-à-dire qui raconte la vérité de l'époque, en tout cas par rapport aux circonstances. Et je pense que c'est quand même déjà très important de le situer. Dans ce même récit, on parle donc des années d'abondance et des années de famine en Égypte. L'abondance ou la famine sont entièrement dépendants des crues du Nil en Égypte. Ces crues du Nil, qui étaient là chaque année depuis 1964, n'ont plus lieu suite au célèbre barrage d'Assouan que tu as probablement vu, voilà. Celui-là. Ça permet de réguler un petit peu le flux continuel du Nil. Oui, et on l'a surtout fait pour produire de l'électricité. Exactement. Ça n'a pas eu que des bonnes conséquences, mais ça c'est un tout autre débat. Avant cette date donc du barrage d'Assouan, les crues du Nil étaient annuelles. Et au travers de quelques images, voyons un peu quelle est l'importance de l'eau et du Nil en Égypte en rapport avec l'abondance et en rapport avec la famine. C'est au début du mois de juin que les pluies d'hiver sur les grands lacs du centre de l'Afrique et la fonte des neiges du plateau abyssin commencent à se faire sentir en Égypte. Une énorme masse d'eau qui a parcouru pendant 3 mois la longue vallée du fleuve inonde la campagne. Et lorsque l'eau se retire, elle a déposé une couche de limon gras, un peu l'or noir de l'Égypte. Le sol est alors d'une incroyable fertilité, 3 moissons par an, faisant de l'Égypte un des plus anciens greniers à blé du Proche-Orient. Chaque année, on mesurait au nilomètre, à Assouan aussi, une sorte de jauge permettait de mesurer la hauteur de la crue et de fixer le taux des impôts. Certaines années, la crue était minimale et les récoltes en souffraient. Il y a bel et bien eu des périodes de sécheresse et de famine dans l'histoire de l'Égypte. Tu nous parlais aussi d'une fameuse découverte. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, j'y viens donc. Près d'Assouan, il y a une inscription que l'on a retrouvée en 1889 et elle est des plus intéressantes. Est-ce que tu as visité l'île de Séhel près d'Assouan ? Non. Ah, voilà, il faudra donc que tu retournes en Égypte pour Volontiers. voir Ben Yassan dont on a parlé et l'île de Séhel. Alors, pour y arriver, pour la voir, il faut s'embarquer sur une felouk, un de ces voiliers qui parcourt le Nil en profitant du moindre souffle de vent. L'endroit qui nous intéresse s'appelle l'île de Chel ou de Séhel, à hauteur de la première cataracte. Il s'y trouve un bloc granitique avec une inscription de l'époque ptolémaïque, mais qui serait une recopie d'un texte beaucoup plus ancien. Il relate une famine particulièrement sévère qui a duré, dit le texte de l'inscription, 7 ans. Voici la traduction de ce texte. « Mon cœur est torturé par le malheur parce que le Nil n'est pas venu durant 7 ans. Il y a peu de produits de la terre, on manque de l'herbe, on manque de tout ce qui se mange, les gens de la cour ne savent plus que faire, on a ouvert les réserves, mais tout a été consommé. » Sans qu'il soit possible d'établir que ce texte relate le même événement que celui de la Bible, les ressemblances sont quand même assez troublantes. On parle de la même période, on parle d'une grande famine. Ce qui est en tout cas clair au travers de cette inscription, c'est que des famines ont eu lieu à certaines périodes de l'histoire de l'Égypte, certaines plus ou moins longues. Celle-ci parle d'une période de 7 ans, comme d'ailleurs le dit le texte de la Bible. Plusieurs famines sont d'ailleurs attestées
par l'histoire de l'Égypte. Il y en a une grande sous la 12e dynastie, une autre sous la 17e dynastie. On sait que sous l'Empire romain, il y a eu une famine importante, et puis en 1064. Donc, ce n'est pas une donnée inventée. Ça cadre tout à fait avec ce que l'on sait. C'est d'ailleurs suite à cette famine du temps de Joseph que sa famille descendra de Palestine en Égypte pour s'installer dans le delta du Nil. La situation est des meilleures jusqu'au jour où la Bible nous dit « Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. » C'est là que les choses se gâtent et que le peuple hébreu est réduit en esclavage. Leur travail consiste à travailler l'argile et des briques et toutes sortes de travaux des champs. A-t-on des données à ce sujet? On a des données dans le sens où, depuis la haute antiquité, et même encore jusqu'à aujourd'hui, la réalité pour faire des briques avec de la boue et de la paille est une réalité en Égypte. On sait que sous la direction de Sekhnéré, puis ensuite du pharaon Ahmosis, les Hyksos ont été contraints à quitter l'Égypte. Le retour des Égyptiens de souche à la tête du pays a certainement favorisé ce revers de fortune pour le peuple hébreu, parce que les Hébreux étaient des frères de sang des Hyksos qui avaient été sortis du pays. Et donc, à ce moment-là, dit la Bible, ils vont devoir travailler l'argile, ils vont devoir faire des briques, ils vont devoir faire toutes sortes de travaux des champs. Toutes les peintures que l'on trouve dans les tombes égyptiennes, les gravures que l'on trouve, montrent que c'est tout à fait la description de ce qui se passait à l'époque, et ce qui se passe d'ailleurs encore en grande partie aujourd'hui. Alors en voici quelques images. La description biblique est entièrement conforme à la réalité millénaire de la construction domestique en Égypte. Aujourd'hui encore, la technique de fabrication de briques est la même que celle du temps de Moïse. Quelques ingrédients suffisent. De l'eau, du limon, de la paille, du soleil et surtout beaucoup de main-d'œuvre. Depuis l'époque de Moïse, les gestes n'ont pas changé. La boue du Nil est mélangée à de la paille, tassée dans un moule en bois et ensuite séchée au soleil. 10 jours plus tard, les briques sont alors utilisables pour la construction. Cela se pratique encore à certains endroits en Égypte, bien que de moins en moins, puisque le Nil ne déborde donc plus. La suite du récit biblique parle de la naissance de Moïse et de son éducation comme prince d'Égypte. Nous aurons l'occasion de parler de Moïse dans une autre émission, mais on sait que bien des années plus tard, Moïse va conduire l'exode de son peuple. Henri, a-t-on des données, des traces de cet exode? Pas directement, mais indirectement, il y en a deux, et je crois qu'elles sont des plus intéressantes. J'ai déjà dit qu'en archéologie, on ne peut jamais dire qu'on n'a rien trouvé. Oui, on peut dire qu'on n'a encore rien trouvé jusqu'à présent, mais il se peut très bien que la semaine prochaine, ou dans 1 an, ou dans 20 ans, on trouve quand même un élément qui vienne éclairer. C'est ce que les 100 dernières années nous ont montré constamment. Alors, il y a donc 2 découvertes intéressantes qui confirment quand même indirectement le texte biblique. Alors tout d'abord, il y a une pierre gravée, une stèle, qui a été faite par le pharaon Meremptah. Meremptah est le dernier grand pharaon de la 19e dynastie. Et en 1230 à peu près avant Jésus-Christ, il fait graver une stèle qui commémore sa victoire sur des villes et sur des peuplades en Palestine. Alors voilà ce qu'il dit: Canaan est dévasté, Ascalon est dépouillé, Gézer est ruiné, et, dit-il, Israël est désolé et sa semence n'existe plus. Tous les pays sont unifiés et sont en paix. Alors, selon les habitudes de l'époque, les pharaons mettent beaucoup de mots et de verbes et embellissent probablement un peu. N'empêche, et c'est la chose qui nous intéresse, c'est que Israël est mentionné explicitement. C'est sur l'avant-dernière ligne de cette stèle, le mot Israël est là.
Cette stèle, elle est visible d'ailleurs au musée du Caire. Je ne sais pas si celle-là, tu l'as vue. Je ne l'ai pas vue malheureusement car le musée est tellement Oui, grand. il est vaste, c'est vrai. Et on ne peut pas tout voir, mais c'est de la bonne occasion pour retourner en Égypte. Donc, Israël est bel et bien mentionné. On est en 1230 avant Jésus-Christ. Ça veut donc dire qu'une entité de personnes